DPE et audit énergétique, être au rendez-vous à l'aune de marché de la rénovation énergétique émergent. Avec la présence de la direction de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages, on va remercier monsieur Adrien Gare qui est avec nous. D'ailleurs, vous aurez la primeur quand même de débuter cette conférence avec Ruben Duféal aussi. Merci de votre présence. Avec monsieur Olivier Eholm qui est avec nous. Merci Olivier. Et Étienne Nathanien, Up and Pro avec nous. On est prêt. Je crois qu'on va normalement débuter sur un format autour d'une quarantaine de minutes avec vos interventions, messieurs. Et puis, si on est avec vous, mesdames et messieurs, c'est aussi pour qu'il y ait une certaine interaction. Donc, si vous souhaitez poser des questions, ce sera à l'issue de vos interventions, messieurs. Adrien, je vous laisse débuter avec grand plaisir. On va parler peut-être de DPE, non? C'est pas ça? Oui, exactement. Moi, je vais intervenir sur du coup, toute la partie de diagnostic performance énergétique sur les professionnels. Ah, pardon. Oui, je vais intervenir sur cette partie-là pour parler notamment de cette réforme qui est en place depuis le 1er juillet 2024. Donc vous êtes tous concernés, donc vous êtes, je suppose, tous pleinement au courant. Donc juste pour remettre un petit peu de contexte, cette réforme de juillet est arrivée suite à la feuille de route DPE qui a été mise en place en 2021 pour du coup améliorer fiabiliser tout ce qui encadre le diagnostic. Donc cette feuille de route, vous êtes pleinement au courant de ça, a été en grande partie faite avec une concertation des acteurs tout au long de sa construction, que ce soit alors jusqu'à la rédaction de l'arrêté et même après. J'ai eu la chance avec tous les acteurs de préparer sa mise en œuvre avec différentes réunions, que ce soit mensuelles et notamment le 7 février, on a pu tenir un point avec l'ensemble de la filière, que ce soit côté organismes de formation, que ce soit les fédérations ou même les différents organismes de certification. Et cette concertation a aussi, ça n'apparaît pas dans les slides ici, permis à un nouveau, le groupement des professionnels fédérés du diagnostic immobilier, une nouvelle fédération, un groupement de fédérations, de rejoindre le Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique, chose qui avait été annoncée lors des rendez-vous du diagnostic immobilier en avril dernier. Cette introduction dans ce conseil permet notamment à la profession de diagnostiqueur immobilier de donner leur avis sur les différents textes réglementaires qui seront soumis au sujet de la construction. Donc pour revenir aussi sur le contexte du DPE, à l'heure actuelle, avec les derniers chiffres de 2023, on a noté une nette augmentation du nombre de DPE réalisés. Donc on est à plus de 3,9 millions selon la source de données BaseADEME et comparé à un peu plus de 2 millions l'an dernier en 2022. Et cette croissance s'est aussi répercutée pour les diagnostiqueurs certifiés DPE où là aussi on a noté une croissance où on atteint en 2023 un peu plus de 10 800 diagnostiqueurs certifiés. Donc le besoin est croissant en diagnostiqueurs et donc cette réforme a été faite aussi pour augmenter, pour fiabiliser cette chose-là. Donc je ne vais pas revenir exactement sur tous les principes, mais normalement vous les connaissez sans doute. On a essayé de renforcer, on a renforcé la formation initiale. On a aussi mis en place le tutorat, la formation professionnelle en milieu continu, qui consiste à réaliser 2 missions avec un tuteur néo-certifié. Avec un diagnostiqueur néo-certifié, avec un tuteur expérimenté. Voilà. Les contrôles ont aussi été renforcés à travers une augmentation du nombre de contrôles sur ouvrage et du contrôle documentaire. On a tous les contenus des examens pour permettre une harmonisation et une homogénéisation des contenus entre les différents centres. Les organismes de certification, on a essayé d'homogénéiser ces différentes pratiques. Et aussi, la formation continue qui a été un sujet aussi a été augmenté. On a mis en place notamment des cathèses de formation pour réaliser lors de ces journées. Et enfin, pour les diagnostiqueurs en fin de cycle, on a simplifié leurs conditions de renouvellement en supprimant cette fois-ci complètement les examens de renouvellement au profit de juste une validation des différents contrôles et suivi de formation donc du bon respect du cycle. Donc là, les différents contrôles et formations sont normalement projetés sur la figure derrière moi. Donc vous pouvez tous les voir. On a notamment augmenté drastiquement le nombre de contrôles et de formations
Donc je ne vais pas rester trop longtemps dessus. Et aussi, j'ai terminé ma petite présentation sur un point d'actu réglementaire. Vous êtes sans doute au courant, le 25 mars 2024, il y a la publication d'un arrêté qui a modifié les seuils des étiquettes de DPE pour les logements dits de petite surface, donc, mais qui est rentré en vigueur aussi depuis le 1er juillet. Enfin aussi, pour vous les diagnostiqueurs, vous avez une nouvelle version du guide du diagnostiqueur qui est disponible sur le site RTRE. Donc vous pouvez vous y rendre pour cette version 3. Et là, c'est plus trop sur le sujet du diagnostic, mais pour les autres, du DPE, pardon, mais plus sur les autres diagnostics. Les 5 autres domaines ont un nouveau texte qui a été publié au 1er juillet. Donc ce nouveau texte ne change rien par rapport au contenu du 24 décembre 2021. Il a juste été annulé par Conseil d'État sur un souci. Mais donc ce texte est le même qu'avant, juste le nouveau nom a changé. Voilà. Merci. Merci beaucoup Adrien. On va sans transition passer avec Ruben. Merci. Merci. Donc, au sein de la DHUP, je suis, on va dire, chef de projet audit et rénovation énergétique. Donc, je travaille énormément sur l'audit énergétique, mais aussi sur tout ce qui est aide à la rénovation, donc ma prime rénov, C2E. Donc, dans ma présentation, on va en parler un peu, évidemment. Mais avant, je voulais faire un petit rappel sur un peu les jalons importants avec, du coup, la décence énergétique et aussi l'audit énergétique. Donc, on a eu la réforme du DPE, comme vous le savez, en 2021, avec l'année suivante l'obligation de présenter un DPE à la vente, à la location, et aussi le gel des loyers pour les logements F et G. Puis en 2023, donc l'an dernier, on a eu le premier seuil de décence énergétique, donc pour ce qu'on appelle les G+, donc les logements qui consomment au-dessus de 450 kWh d'énergie finale par mètre carré par an. Et avec ça, on a eu aussi le 1er avril 2023 les premières obligations d'audit énergétique réglementaire pour les logements classés F et G, donc les passoires en monopropriété. Et donc bientôt, au 1er janvier 2025, donc on aura cette obligation pour l'audit qui va être étendue au E. Concrètement, les logements E, ça représente beaucoup plus que les passoires. Ça représente sur l'Observatoire des P-Audits, vous verrez, on a 1,8 million de logements qui sont classés E. Évidemment, pas tous qui seront mis à la vente ou à la location, mais ça représente quand même un gros nombre de logements qui vont probablement devoir réaliser des audits prochainement. Et également, on a le seuil de décence qui va remonter à F. Donc tous ces logements G qui ne devraient plus se faire louer sans une rénovation au préalable. Voilà. Et donc après les 2 derniers jalons, on a en 2028 le seuil de décence qui va remonter à la classe E. Puis en 2034, le seuil de décence qui remonte à la classe D. Et l'obligation d'audit énergétique réglementaire qui s'étendra au logement en classe D. Donc tous ces jalons sont un peu pour déclencher des rénovations dans les logements privés, concrètement. Et pour ça, on a besoin d'un outil pour accompagner ces ménages, qui est l'audit énergétique. Donc l'audit énergétique dont on parle, c'est cet audit réalisé avec la méthode 3CL-DPE pour un élément de comparaison avec les DPE, puisque ce sont 2 outils très importants de la rénovation. Donc avec une obligation de présenter 2 scénarios de rénovation performante, classe C minimum pour les passoires, classe A ou B pour les autres, avec les impacts des scénarios de travaux, ainsi que des coûts théoriques, les gains en pourcentage, que ce soit énergétique ou émissions de CO2. Donc un document assez solide avec une trame réglementée qui permet normalement au ménage d'avoir un rapport lisible et compréhensible pour l'accompagner dans son projet de rénovation énergétique. Donc que ce soit pour l'audit énergétique dans le cadre réglementaire lors d'une vente ou on le verra après dans les aides à la rénovation puisque je vous parlerai d'harmonisation. Donc évidemment les professionnels qui réalisent cet audit sont les bureaux d'études qualifiés. Donc ça représente à peu près 1800 sociétés
les architectes formés, 1000 sociétés, et les diagnostiqueurs du coup formés, qui représentent environ 3700 professionnels selon nos derniers chiffres, mais les diagnostiqueurs qui vont voir pas mal l'écosystème bouger pour l'audit énergétique, puisque tout comme le DPE, on a des textes qui sont rentrés en vigueur le 1er juillet 2024, et donc des nouveaux objectifs de formation, d'examen, mais je pense que Étienne pourra en parler plus tard, évidemment. Et l'audit énergétique, actuellement, ça représente quand même 200 000 audits qui ont été collectés depuis le lancement sur l'Observatoire des DPE Audit. Donc c'est un rythme assez fort de plus de 10 000 audits réalisés par mois, et qui va augmenter évidemment avec avec les obligations pour les logements et aussi les objectifs de décence qui sont censés accélérer la rénovation, massifier la rénovation, comme on pourrait dire. Et donc pour parler d'harmonisation d'audit énergétique, c'est un peu cette harmonisation de l'audit dans le côté aide à la réno. Donc pour réaliser une rénovation aidée, une rénovation d'ampleur, on va devoir présenter un audit énergétique. Et cette année, on est en plein dans l'harmonisation de l'audit énergétique. Mais d'abord, pour commencer, on a eu au 1er octobre le cadre de l'audit énergétique réglementaire qui a été... le financement dans MaPrimeRénov' a été ouvert à ce type d'audit par une modification de texte réglementaire. Et au 1er janvier 2024, les diagnostiqueurs ont aussi maintenant la possibilité de réaliser des audits dans un parcours d'aide. Donc c'était juste avant, on n'avait que les bureaux d'études et les architectes, et maintenant les diagnostiqueurs peuvent réaliser cet audit qui va permettre de justifier les gains réalisés lors d'une rénovation aidée. Et donc on a une période transitoire pour s'harmoniser vers l'audit qui est réglementé par le contenu de l'arrêté du 4 mai 2022 que vous pourrez regarder, qui est assez clair selon moi. C'est mon petit bébé, cet arrêté. Et donc entre le 1er janvier et le 1er avril, on a tous les audits qui pouvaient être financés, que ce soit méthode 3CL, méthode THCEX, peu importe la méthode utilisée, le cadre, la trame, etc. Et à partir du 1er avril, on a un peu cette fraction. Tous les audits qui sont établis devraient être réalisés selon le cadre qui est réglementé, donc méthode 3CL, trame réglementaire, scénario, au moins les 2 scénarios obligatoires de rénovation performante, plus des scénarios facultatifs, évidemment, si besoin. Mais on accepte encore les audits qui ont été réalisés avant cette date, avant ce 1er avril 2024, jusqu'au 1er octobre, justement, 2024. Et après cette date du 1er octobre 2024, donc, qui se rapproche pas mal, on devrait avoir que des audits harmonisés qui sont déposés dans les dossiers d'aide à la réno pour tout ce qui est MaPrimeRénov' parcours accompagné, C2E rénovation globale, donc BAR-TH 174, 175, et aussi ce qui est éco-PTZ. Il y a d'autres dates, mais qui ne sont pas présentes ici. Donc globalement, la réforme des aides en 2024, c'est une réforme surtout d'un nouveau parcours, le parcours MaPrimeRénov' parcours accompagné, donc avec des nouveaux critères, un minimum de saut de classe pour accéder à l'aide, et de 2 gestes d'isolation qui sont justifiés justement par l'audit. Donc l'importance d'harmoniser cet audit pour avoir un document sur lequel se baser pour instruire les dossiers d'aide. Et à côté de ça, on a quand même un accompagnement obligatoire par le MAR, mais je ne vais pas rentrer dans les détails sur l'accompagnement proposé par le MAR, mais qui sont des professionnels agréés par l'ANA et qui proposent un accompagnement qui est compris dans les dépenses éligibles aux aides. Et cette réforme apporte des aides, des taux qui sont relevés. Donc les aides sont calculées en pourcentage du coût de travaux. On a des plafonds de dépenses qui sont définis en fonction des revenus.
Et en 2024, donc, on a une ouverture à tous les types de revenus, donc très modeste, intermédiaire et supérieur. Et calculé en fonction du saut de classe, avec aussi une valorisation des C2E par l'ANA. Donc, c'est-à-dire les fiches C2E sont directement valorisées dans ma prime Rénov parcours accompagné pour avoir une plus grosse assiette de dépenses. Donc concrètement, je vous ai mis rapidement les barèmes de ma prime Rénov parcours accompagné en 2024, avec une petite comparaison de ma prime Rénov Sérénité du coup l'an dernier en 2023, ma prime Rénov Sérénité qui concernait que les ménages TMO-MO, comme on dit, très modestes. Et du coup, pour les intermédiaires, on avait l'aide par geste qui avait une bonification rénovation globale de 10 000 euros, je crois. Mais on a quand même énormément... enfin, le plafond de dépenses est énormément relevé, avec pour un ménage très modeste, 80%, voire 90% de l'assiette qui peut être prise en compte par l'ANA. Donc, c'est quand même assez positif pour cette massification de la rénovation. Et du coup, ça nous amène à un peu ces premiers chiffres qui ont été communiqués par l'ANA sur le premier semestre. Donc on avait une dynamique un peu faible sur les rénovations par geste qui a augmenté au deuxième trimestre de 2024. Donc comme vous le voyez, avec une hausse du nombre de dossiers par rapport à 2023. Mais on avait un peu, dans cette réforme, plein de petites contraintes qui ont peut-être ralenti le rythme des dépôts de dossiers, des engagements, mais avec une modification, du coup une simplification au 15 mai qui a permis aussi de relancer la dynamique. Et actuellement, on est à 20 000 rénovations d'ampleur qui sont engagées, mais 34 000 dossiers qui sont déposés. Donc, quelque chose qui va augmenter au cours de l'année, puisqu'on est sur une appropriation de la nouvelle réforme par les professionnels. Et donc, je pense qu'ils seront plus à l'aise pour continuer par la suite. Et je crois que c'est tout ce que j'avais pour moi. Je vais passer la parole à Étienne qui va peut-être nous parler... Alors, moi je vais intervenir parce que... Passez le slide juste après, s'il vous plaît. Oui. Voilà. Je vais vous garder au chaud tous les deux. Par contre, je vais essayer de voir avec Olivier et Étienne parce que on voit que ces prochaines échéances, quelque part, va enclencher effectivement une obligation de réaliser un audit énergétique qui vont être très proches. C'est demain. Quand on voit les dates, je peux m'interroger un petit peu. Donc c'est pour ça que j'ai envie d'avoir votre point de vue. Alors je pense que je demanderai d'abord à Olivier avant de commencer avec Étienne sur les organismes de formation, parce que est-ce qu'on est capable effectivement de tenir les échéances lorsqu'on voit effectivement qu'on est 2025, c'est demain, hein, on est vraiment demain, et on essaie déjà d'imaginer en 2034. Donc là, effectivement, quel est l'avenir? Comment on va essayer de le structurer? Est-ce que nous avons suffisamment, Olivier, de professionnels aussi qualifiés pour pouvoir effectivement, quand on voit les chiffres devant vous, mesdames et messieurs, hein, on va doubler. 2023, c'était 10 à 15 000 audits par mois. 2024, on est à 20 à 30 000 et ça va monter aussi au fil des années. Sommes-nous capables, effectivement, de bien se former, de se qualifier pour réaliser parfaitement ces missions? Quel est votre point de vue, Olivier? Ou les points de vue? Il y en a plusieurs, peut-être. Oui, puis ce n'est pas une question simple à répondre et de façon tranchée. C'est vrai qu'il y a, on l'a vu, hein, il y a un vrai enjeu de l'audit énergétique dès le 1er janvier 2025, et dans les faits, c'est dès la fin du mois. Hein, les premiers actes authentiques vont être signés au 2 janvier, donc les premiers audits énergétiques concernés par la lettre E vont arriver d'ici 2-3 semaines. Donc il y a un vrai enjeu derrière. Après, donc, pour répondre à la question, il y a différentes réponses. La date du 1er janvier, par exemple, n'est pas une découverte. Hein, ça fait un petit moment qu'on est informé dedans. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je parle plus globalement de la profession. Je vais prendre ma casquette de vice-président de Sidiane. La profession a l'habitude de ces coups de butoir depuis plus de 20 ans, 25 ans, des arrivées réglementaires, des modifications. Et on peut le dire, je tiens à le dire, globalement, enfin même quoi globalement, elle a toujours été au rendez-vous là-dessus. Alors c'est aussi, on peut dire, c'est pas ça qui va nous faire passer à travers de tout, mais c'est quand même un point, on a toujours été là. Mais le point le plus important, c'est la préparation.
Il y a un point, je vais donner quelques exemples. Ça fait des mois, et là on peut remercier la DHUP qui a des rendez-vous, je crois, quasiment hebdomadaires sur l'audit, quasiment. Ça n'arrive jamais, ça d'habitude. On n'a pas des rendez-vous avec on peut le dire, avec toujours vos collègues. Là, ça arrive, donc il y a une vraie préparation derrière. C'est que l'enjeu a été mesuré depuis des mois et les différents syndicats, pour être clair, CIDIAN, CDI, FNEM et FIDI ont été au rendez-vous pour préparer cette échéance et tout le monde était là. La fédération également des organismes de formation, des organismes de certification, etc. Donc ça fait plusieurs mois qu'on est là pour préparer ça. Des fois, les discussions peuvent être rugueuses, mais on arrive à avancer quelque chose. Un point clé également, l'audit énergétique n'est pas une nouveauté pour notre profession. Donc concrètement, on en fait depuis le 1er avril 2023. Et on a vu tout à l'heure, vous avez présenté les différents acteurs. Je ne sais pas les stats, mais globalement, les diagnostiqueurs immobiliers sont majoritaires dans l'édition des audits énergétiques. Donc ça, c'est un premier point. Il faut se souvenir que le socle de l'audit énergétique, c'est la méthode 3CL, pour tout le monde d'ailleurs, y compris pour les architectes ou les bureaux d'études qualifiés. Et ça fait, je fais vite le calcul dans ma tête, plus de 18 ans que la profession fait des DPE, du 3CL, même si ça évolue avec le temps. Ce n'est pas une nouveauté, il faut l'avoir en tête. Ceci étant dit, la réglementation a changé, pour plein de raisons, avec des évolutions qui sont importantes, des exigences qui sont importantes. Alors est-ce que la profession va être rendez-vous ? On est en plein dedans, parce que la réglementation évolue au 1er juillet, et l'échéance est d'ici quelques semaines. Il y a un enjeu majeur de formation, alors peut-être qu'Etienne en parlera derrière. Donc je vais prendre un cas concret, donc je vais revenir là, avec ma casquette de directeur général de Diagamter. Ça fait des mois qu'on prépare cette échéance. On s'est mis nous en rapport, par exemple avec des organismes de formation, pour former, on a un peu moins de 200 personnes à former sur ce sujet, pour former toutes les personnes. C'est quand même 10 jours de formation, c'est pas négligeable, faut les caser, c'est 10 jours de formation. Derrière, mais on a pu le préparer, ça s'est fait. L'objectif, c'est d'être prêt au mois de novembre. La plupart des structures, je vois certains confrères ici présents, seront prêts également. Donc il y a une vague qui va arriver. C'est vrai que la lettre E est importante en France. Ce sera peut-être compliqué les premières semaines, mais elle va être traitée. Globalement, elle va être traitée dans ce cadre-là. Après, est-ce que tout ça est simple ? Non. La formation, l'organisation des formations a été un peu plus compliquée. Etienne aussi le dira, on a pu commencer en juillet pour plein de raisons et ça a été tout juste et un peu compliqué, mais c'est mis en place, ça fonctionne, les organismes sont là, on a des vraies plateformes de formation, on fait des formations dans des vrais bâtiments, c'est une vraie nouveauté, un vrai plus, on peut le dire quand même, là-dessus il y a un vrai apport qui a été fait. Ça bute encore, donc c'est après la formation doit passer, c'est un parcours de saut d'obstacle en fait, il ne faut pas faire du refus d'obstacle, donc le premier passage vous faites la formation et après vous avez une certification en 2 étapes, c'est un vrai parcours du combattant. Ce n'est pas le cas de toutes les professions, y compris, et je ne veux pas faire de bataille, y compris d'autres professions qui peuvent être amenées à faire de l'audit énergétique, mais n'empêche qu'on a un parcours d'obstacles derrière. Donc la certification, il y a encore des points de frottement, mais là je sais, alors on va pas, il y a des discussions entre les différentes fédérations, syndicats et la DHUP qui tient compte des retours. Il y a des petits axes d'amélioration, on ne va pas rentrer dans les détails, sur les certifications, donc on peut être sûr que ça va passer dans les semaines à venir, et pareil pour le cas pratique. Donc globalement, il y a un volume d'auditeurs qui seront prêts. On manquera peut-être un moment de personnes, mais là aussi, on a les organismes de formation, on a de l'apprentissage qui vont pouvoir nous aider. Les entreprises de diagnostic ont l'habitude de recruter, de former des gens et de les mettre en avant, et on va continuer à le faire pour être prêt au rendez-vous. C'est une échéance importante pour nous, la rénovation énergétique. C'est un événement majeur en France, en Europe. On ne va pas s'étendre sur les directives européennes, mais on parle également de passeport rénovation, c'est un audit énergétique, on est exactement dans le même domaine, donc on y est et on va être présent. Donc en synthèse, si je dois clôturer Thierry, un parcours d'obstacles, des complications qui sont en train d'être résolues, c'est mon côté optimiste, mais je pense que ça sera résolu parce qu'on va y arriver. Et globalement, la profession s'apprête au rendez-vous, tant mieux. On sera toujours là pour améliorer le système derrière. Je rajoute juste un petit point parce que vous avez fait le bilan un peu réglementaire derrière. Il y a une avancée aussi, c'est pas directement lié à l'audit, c'est au DPE. Il y a une norme qui va être créée, laquelle est impliquée la DHUP. J'en profite pour passer un message. Il y a une réunion de lancement le 3 octobre. Donc vous pouvez être au rendez-vous, c'est ouvert à tout le monde pour travailler cette norme. Donc c'est entre la FNOR et la DHUP. Je rebondis, Olivier, vous dites, j'ai pas de doute sur vous, sur votre équipe, vous faites partie des professionnels qui sont prêts. Mais comment on fait pour recruter ?
Parce que la difficulté, là, au vu des chiffres, bon, vous êtes en capacité, mais vous allez, avec les 3700 professionnels, comment vous allez faire pour recruter? Alors il y a deux choses, parce que tout le monde ne peut pas faire de l'audit énergétique directement. Ça met 2 ans, en gros, à synthèse. À noter qu'il faut d'abord faire 11 jours de formation au DPE, faire le tutorat, et on va dire 2 ans après, on peut être prêt à refaire, après 10 jours de formation, l'audit énergétique. Mais on l'a vu tout à l'heure, il y a 3700, je pense qu'il y en a peut-être un peu plus maintenant, qui seront prêts ou qui vont être prêts derrière. Mais derrière, on n'a qu'un volume de diagnostiqueurs en interne. Nous, on doit avoir 60% des diagnostiqueurs qui sont formés à l'audit énergétique. Les 40% autres, ils sont dans les starting blocks. On laisse passer pour pas non plus... il faut laisser respirer nos collègues de la formation. Mais derrière, ça va continuer. Au 1er janvier, on va continuer à former derrière. Et on a tous des personnes qui sont prêtes et qui ont envie de le faire. Parce qu'un audit énergétique, c'est intéressant. Il n'y a pas de frein. Alors, c'est compliqué. Il y a des prérequis importants quand même pour pouvoir le faire. Mais c'est quelque chose intellectuellement qui est intéressant à faire. C'est bien pour l'environnement, c'est bon pour l'occupant, c'est bon pour la planète, enfin, c'est que des choses positives. Donc on n'a pas de frein en interne clairement pour faire l'audit énergétique. Et derrière, en gros, on a 30-40% des diagnostiqueurs encore qui peuvent, pas tous, mais une grande partie les dedans. Donc on en a encore sous la pédale derrière. Et au fur et à mesure, on va recruter. On compte sur l'apprentissage également pour ça, à terme, arriver à nous former des auditeurs. Les organismes de formation, ça va se mettre petit à petit. Et ça va être une vraie... activité en interne dans nos métiers, la rénovation énergétique, je vois des acteurs devant moi qui ont compris l'importance, la plupart, et la rénovation énergétique de façon globale, on parle de ma prime rénov, il y a des DPE avant travaux, enfin il y a des DPE dans le cadre de ma prime rénov qui vont, j'espère, revenir en fin d'année, enfin il y a plein de choses comme ça qui vont faire que c'est le cœur de notre activité. Donc de toute façon, on ne s'arrête pas au 1er janvier, on va continuer à avancer, c'est un axe de recrutement également, on va continuer à former pour être au prochain rendez-vous futur. On voit qu'il y a de l'avenir encore pour 10 ans, il y a des échéances en 2034. Je serai peut-être tout juste là, mais on verra ça plus tard. Mais Etienne sera là par la suite, je pense. Olivier, je comprends très bien. On a les professionnels, un peu plus de 3700. Comme vous dites, il y a 40% encore cette possibilité. Mais alors là, Etienne, maintenant, côté organisme de formation, est-ce que vous êtes prêt justement à ce surcroît d'activité? Parce que autant Olivier nous annonçait que de leur côté, ils ont anticipé, c'était déjà de la préparation, donc ils sont déjà passés entre guillemets entre vos mains. Mais les nouveaux, comment ça va se passer? Merci Olivier, merci Ruben et Adrien. Effectivement, les organismes de formation, puisque je vais parler un petit peu pour tous les organismes de formation, y compris ceux qui sont réunis dans l'association Afilène, on est prêt. Pourquoi? Et je vais vous l'expliquer en quelques mots. Tout simplement, et parce que Olivier, tu l'as redit, on est très clairement impliqué depuis maintenant de nombreux mois sur la préparation de la mise en place de ces formations initiales et continues. On va y revenir. On l'a peut-être fait dans un planning qui, comme toute la profession, était un petit peu tendu sur des mois de juin et juillet qui étaient du coup complexes pour arriver à être en capacité d'être certifié pour commencer les formations. Mais là, je pense qu'on va pouvoir y répondre très favorablement. Alors justement, pour remettre un petit peu les choses en place et que ce soit factuel, aujourd'hui, on parle bien de formation réglementaire. On a un texte, le décret de décembre, qui vient encadrer la formation. L'année dernière, au 1er avril, il fallait justifier d'une formation qui était laissée au libre choix de l'OF, qui définissait un contenu et qui, selon ses compétences et ses actifs pédagogiques. Là, on est bien sur un programme et donc on y reviendra. Tous les organismes de formation qui proposent cette formation aux diagnostiqueurs doivent être certifiés. Donc il y a formation initiale, formation continue, j'insiste aussi, puisque là, tu en parlais à l'instant, et c'est vrai que la formation initiale, c'est la deuxième étape. Il y a le saut d'obstacle, c'est la première étape, c'est la formation initiale, pardon. La deuxième, on y reviendra aussi, c'est la certification. Mais la troisième, ce sera la formation continue, le maintien de cette certification. Donc la formation initiale, c'est finalement 70 heures, 10 jours, avec des choses qui peuvent se faire en e-learning, donc sur un équivalent de 5 jours et 5-6 jours, et potentiellement, à minima dans les agendas, 4 jours en salle, de formation présentielle en tout cas, qui vont être soit en salle, soit sur le terrain. Mais ça veut dire qu'il y a une petite aussi évolution. On revient à ce qu'on avait historiquement en formation, avec des formations avec de la pratique et des formations en salle. Donc c'est vrai que sur cette formation initiale, il y a un vrai enjeu, et j'y reviendrai pas, de calendrier pour les professionnels, parce que oui, c'est anticipé par les acteurs du diagnostic. Les grosses structures qui ont pu le faire de manière structurée dans un réseau, c'est encore mieux. Par contre, là, on se rend compte que dans les
nos partenaires diagnostiqueurs qu'on a le plaisir d'accompagner depuis longtemps, certains redécouvrent cette obligation de formation. Donc la formation est à nouveau obligatoire et est à faire, qu'on soit ou pas éligible à ce dispositif de certification sur l'audit au 1er juillet. D'accord ? Et je préfère le rappeler puisqu'on a encore des échanges en ce moment avec des gens qui découvrent l'obligation de formation. Si je reviens maintenant en réponse à la question, est-ce qu'on est prêt ? Déjà, qu'on se le dise et je le disais, on est sur une certification d'OF. Donc une certification d'OF, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour faire cette formation, on n'arrive pas du jour au lendemain, on doit monter les supports pédagogiques, monter un dossier, faire intégrer ça dans notre système qualité et se faire valider par un organisme de certification d'organismes de formation, donc en amont. Et donc ça veut dire que finalement tous les acteurs aujourd'hui de formation du diagnostic immobilier qui sont présents au FDTI ou FDI ont finalement pour la plupart anticipé et pu à leur rythme se mettre en place leur formation réglementaire. D'accord ? Par contre, c'est là où c'est important de se le dire. Ça a été très bien dit, il y a une vraie exigence finalement qui est mise sur la filière, que ce soit en termes de volume, en termes de qualité de rendu, puisqu'on est sur un audit qui va durer 5 ans, qui va être potentiellement repris, comme le disait Ruben, pour les demandes de subvention, et donc qui ne sera plus seulement un document annexé à un acte de vente. Et donc là-dessus, en tout cas, nous, c'est notre vision chez OpenPro, on ne veut pas faire de cette 70 heures de formation un effet d'aubaine, mais aussi se mettre aussi au niveau d'exigence qui est demandé aux diagnostiqueurs et aux auditeurs au sens large. Et donc, c'est-à-dire que comme beaucoup d'organismes de formation que je citais, nos confrères, on est sur une réelle innovation pédagogique. C'est important puisque le modèle économique des diagnostiqueurs impose donc d'intégrer dans les coûts de prestation finalement les coûts de formation initiale, continue, certification, et que quand on est sur 70 heures de formation, si on n'est pas sur des choses qui sont innovantes, avec, on l'a vu, du mixed e-learning et présentiel, c'est des coûts qui deviennent difficiles à supporter, surtout pour les petites structures. Donc le choix a été fait, je pense, par beaucoup de nos confrères, d'aller sur des choses innovantes. Et là où peut-être nous, OpenPro, on a poussé un peu plus loin, puisqu'on a eu la chance déjà d'être l'organisme de formation qui a formé pour la DHUP l'année dernière au cas de la formation complémentaire, et que par les autres activités du groupe, on avait ça, c'est nous, on ambitionne carrément d'aller sur ce qu'on veut faire, donc de l'hyper-personnalisation, et intégrer des choses comme de l'IA pour que cette formation, on l'a déjà expliqué plusieurs fois, initiale et continue, oui, c'est le même arrêté, oui, c'est le même décret compétence, on le connaît, hein, les critères, l'annexe 3 ou 4, hein, c'est toujours la même, mais que finalement, à chaque fois, dans cette obligation de formation, ça serve réellement le professionnel dans sa montée en compétence, dans la façon où il va traduire son audit. D'accord ? Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui va permettre aux organismes de formation d'être au rendez-vous, cette innovation pédagogique. Oui, c'est 70 heures, transformons-les en quelque chose qu'on aurait rêvé de faire il y a 10 ans, qu'on ne pouvait pas faire, et là qu'on est un peu obligé de faire, pour que cette chose vous soit bénéfique. La deuxième chose qui fait que les organismes de formation seront au rendez-vous, c'est que, comme tu le disais, et ce qui est plutôt apprécié sur les premiers retours d'expérience qu'on a, même très apprécié, c'est que le texte qui est sorti en décembre impose une partie pratique sur le terrain, donc bâtiment réel ou plateforme aménagée. D'accord ? Donc c'est très bien déjà de l'avoir, merci, organisé de cette façon-là, parce que en fonction, encore une fois, des situations géographiques, des marchés, chaque organisme de formation va être en capacité de s'adapter à la réglementation en fonction de ce qu'il veut. Un organisme de formation qui est que sur un seul site, il se prive peut-être de clients diagnostiqueurs en toute la France, mais il va pouvoir monter une plateforme ou aller dans un bâtiment, louer un bâtiment, acheter du patrimoine pour faire les formations, ce qu'on avait pu faire nous il y a longtemps. Et ça, c'est intéressant. Nous, on a fait l'autre pari d'investir dans des plateformes techniques sur plus de 7 sites. Et je ne devrais pas vous le dire, mais je pense que c'est le plus gros investissement que OpenPro, je pense comme d'autres OF, ça chiffre en quelques centaines de milliers d'euros quand même, donc a fait dans toute son histoire. Mais ça va nous permettre, comme tous les organismes de formation, d'être au rendez-vous. Là, on est bien sur la montée en compétences réelle, qui va au-delà d'avoir le papier pour passer l'examen, mais vraiment, j'ai un rôle à jouer dans la rénovation énergétique. Demain, j'ai un artisan qui va venir essayer de démonter mon audit parce qu'il n'est pas d'accord avec. J'ai mon accompagnateur rénov qui va être en amont avec les artisans. Il faut que cet audit soit irréprochable et permette de donner les indications nécessaires pour avoir les aides financières au moment où il sert. Et ça, ce n'est pas le logiciel d'audit qui le fait tout seul, c'est le professionnel qui va mettre ça dans sa prestation en fonction de sa région et de ce qui se fait et de ses bâtiments. Le deuxième et dernier point qui est important aussi et qui nous
concerne en tant qu'OF et qui fait qu'on est au rendez-vous, c'est qu'on est sur quand même un produit qui, à nouveau, donne accès à un examen de certification. Donc, on sait qu'une formation est appréciée quand on réussit son examen de certification. Et là, nous, on ne veut pas tomber dans ce piège-là du bachotage, puisque si je reprends ce qui est présenté là, c'est vrai que l'examen initial, pour rappel, de certification, parce que ce n'est pas juste la formation, la deuxième étape, tu le disais, c'est un examen initial de certification. Déjà, rappelez-vous que maintenant, ils sont en présentiel, donc c'est à nouveau du temps à prendre dans votre agenda avant fin décembre pour certains, pour aller sur site chez le certificateur. Après, il y a une partie théorique, une partie pratique. Aujourd'hui, les premiers retours qu'on a, tu pourras peut-être en reparler, c'est que la partie théorique, il y a des échanges qui sont en cours, hein, elle est assez complexe à gérer, à réussir au premier passage. Or, nous, c'est ça, encore une fois, nous, l'objectif d'être au rendez-vous, c'est de permettre une montée en compétences vis-à-vis du métier, des vraies prestations, mais c'est aussi préparer à l'examen de manière correcte. Et comme nous sommes OF et nous n'avons pas, et c'est très bien d'ailleurs, accès à cette base de questions qui est une base réglementaire qui a été faite sur des questions existantes, comme Adrien nous le rappelait en coulisses, en grande partie, on ne veut pas faire de bachotage. On a décidé, et je pense que beaucoup d'OF le feront comme on le fait historiquement, de proposer des QCM, on va dire, de révision, encore une fois, parce que c'est basé sur des choses que chaque OF va pouvoir traduire, des retours clients et de ses compétences, mais pour permettre dans un deuxième temps, j'insiste, et je pense que c'est important de prendre ce virage-là, dans un deuxième temps, sans dégrader le contenu de la formation initiale, sans dégrader ses 70 heures, de préparer le diagnostiqueur à son examen. On a même, vu qu'on est en réaction à l'actualité et autres, on a même créé là, le produit il y a 2 semaines et il va être mis en place là et il sera forcément dans cette politique d'accompagnement offert à tous les stagiaires qui viennent se former formation initiale, a posteriori ou pour les futurs qui viennent. Mais il ne faut pas vraiment confondre ce tas. Pour être au rendez-vous, il ne faut pas dévaloriser la formation. Il ne faut pas juste dire, 70 heures, tu vas lire un PDF pendant 6 jours et tu viens en formation, tu vas voir, on va juste faire de ton logiciel. Non, c'est un vrai quelque chose qui permettra à terme de respecter la réglementation et peut-être, je l'espère, de continuer à être en réponse aux exigences du marché pour les diagnostiqueurs. La dernière chose que je vais rajouter aussi, c'est qu'il y a un énorme enjeu sur le DPE. Et là, les premiers retours qu'on a, et si on lit bien les textes, c'est que le dispositif, ça a été présenté avec ce visuel qui est très bien fait, des échéances de CSO, de contrôle documentaire. Il est à la fois sur l'audit et à la fois sur les DPE. Or, si jamais, avec les niveaux d'écart qui ont été définis avec l'arrêté de juin, je crois, 2024, si jamais le certificateur, l'année prochaine, sur un contrôle documentaire, il vient vous mettre un niveau d'écart trop important, le diagnostiqueur sera obligé, en plus de l'obligation éventuelle de formation continue, de revenir se former. Voire même, il se verra suspendre ou retirer la certification ou l'extension de certification. Et par effet de ricochet, il faut se dire que là, tout le monde se met la pression, et c'est normal, et nous, on est en réponse de le faire sur l'audit. Mais si jamais on est très bon sur l'audit, on est certifié parce que le réseau a anticipé, mais que derrière, l'année prochaine, on rate un CSO en DPE, on ne fait plus d'audit non plus. Donc il y a cette exigence, et là on l'a abordé sous la partie OF et formation, montée en compétences, elle est vraie sur l'audit, mais elle sera aussi essentielle sur le DPE. D'accord ? J'ai 2 questions pour vous, Étienne. La première, vous avez parlé effectivement de l'IA pour faire de l'innovation. Est-ce que vous pensez que nos professionnels que nous avons aujourd'hui sur le marché sont déjà prêts à effectivement, parce que c'est un sujet qui peut diverger. On a des personnes qui se sentent à l'aise à aller vers cette technologie et d'autres un peu moins. Mais vous en avez fait, effectivement, vous en avez parlé. Est-ce que, ça c'est ma première question. Et la deuxième question, est-ce que les propriétaires de ces logements à titre privé sont suffisamment, parce que là on parle des professionnels, sont suffisamment prêts à connaître justement ce calendrier qui va les amener à un moment ou à un autre de se dire je suis pas sûr mais je sais même pas ce que j'ai comme lettre de mon logement. Donc là je vois bien que vous avez parlé des professionnels, on est là pour ça, mais déjà la base, effectivement la base, voilà. Je veux juste avoir ces 2 compléments d'information s'il vous plaît. Alors, je vais peut-être laisser répondre Olivier pour la partie le retour des professionnels et des clients
clients et des prescripteurs du monde du diagnostic. Pour la partie IA et innovation, il faut se dire que intelligence artificielle, donc, c'est des choses qu'on va implémenter au fur et à mesure. Pourquoi ? Parce que déjà, on avait plein de projets qu'on a réussi à faire passer, mais quand on est certifié, hein, c'est le sujet, même pour les OF, on monte tout et on s'évalue sur tout. Donc il y a des choses qu'on a réussi à faire passer dans la certification initiale qu'on pourra peut-être reproposer différemment. L'enjeu pour nous était d'y être. Donc intelligence artificielle, ça va permettre quoi ? Ça va permettre par exemple sur une formation continue d'avoir dans un premier temps une évaluation qui permet d'avoir un retour sur ce qui est maîtrisé avec un niveau de maîtrise et qui va derrière, c'est l'enjeu du décret de toute façon, permettre dans le cadre de la formation continue de 7 heures de traiter un cas pratique et de venir compléter les compétences et les connaissances manquantes. C'est tout simplement d'éviter de dire bon bah je fais un cas pratique et je suis tout seul devant le PC et je me refais toute la formation Up & Pro. Donc ça c'est un premier pas. Les deuxièmes pas, et on l'a déjà intégré, c'est avoir des systèmes de, c'est assez fréquent, hein, ce qu'on fait tous dans notre formation, de badgeage, ce qui fait que visuellement on est, non seulement c'est un coach motivationnel personnalisé avec des vraies voix, mais c'est aussi quelque chose qui va permettre de savoir où j'en suis par rapport à ce que je dois faire pour la partie présentielle et par rapport aux compétences que je suis censé acquérir. Donc rien que ça, ce niveau, je dirais, d'IA qu'on maîtrise, qu'on a intégré, mais qui est le niveau 1, c'en est, et c'est déjà fonctionnel. Et les retours qu'on a des premiers stagiaires, c'est que ça rend cette partie e-learning, qui sur le coup paraît conséquente avec beaucoup de contenu, beaucoup plus digeste. Et ce ne sont pas mes termes. D'accord. Ça a aussi l'avantage aussi peut-être d'aider en vue de maintenir une certification et c'est plutôt une très bonne nouvelle. Donc il y avait 2 questions. La première, Étienne a répondu. La deuxième, c'est pour vous, Olivier. La deuxième, il m'a passé le flambeau. Oui, donc pour l'information, alors c'est une bonne question. Hein, on prépare tout ça, mais si les clients finaux ne sont pas informés, ça ne sert pas à grand-chose. Alors c'est pas lié, je veux dire, on pourrait me poser la question sur tous les diagnostics, dès qu'il y a une nouveauté, ce serait la même chose. Hein. Donc c'est un peu l'habitude, on a beaucoup de nouveautés dans notre profession, et c'est vrai qu'on a une obligation d'information des professionnels de l'immobilier, là je pense notamment aux agents immobiliers notaires. C'est pas une découverte, hein, ça fait un moment qu'on leur dit que ça arrive, mais là on va accentuer, et toute la profession va accentuer la communication. On a un travail de proximité, hein, donc au quotidien on voit nos clients, et on va leur rappeler pour anticiper. Je le disais tout à l'heure, nous, on a anticipé de longue date, vu le timing, ce qui arrive là. Si c'est pour à la fin, le dernier refus de saut d'obstacle, se retrouver à un mur qui dit maintenant je ne suis pas au courant, ça peut être compliqué. Donc c'est un point important, mais c'est vrai qu'on communique, on va continuer à communiquer là-dessus pour que nos clients finaux soient prêts. Et je vous dis, hein, les premiers audits, c'est dès début octobre. Hein, donc ça approche à un pas pour anticiper les premières ventes de janvier, avec une reprise de l'activité immobilière, je le souhaite. Merci, messieurs. Je tourne maintenant mon regard vers vous. Est-ce que vous souhaitez intervenir ? Si c'est le cas, je vous invite à lever... voilà, je vais de ce pas. Je vais vous inviter, monsieur, qui va lancer justement le jeu des questions-réponses, à bien citer votre nom, prénom, d'où vous venez. Et une question courte, s'il vous plaît. Si cette question s'adresse à une personne en particulier, vous citez la personne. Merci. Bonjour, Yannick Cuvilly, Calium Eco. Ma question ne s'adresse pas à une personne en particulier, je suis désolé. Donc en fait, on se forme depuis des années, on se reforme, on se certifie, recertifie. Et ça, c'est super bien. Par contre, dans tout ce qu'on vient d'évoquer, pour moi, il y a un acteur majeur qui n'a pas été cité, c'est l'assureur. Parce qu'en fait, depuis qu'on a mis en place ces systèmes d'opposabilité, on se retrouve appelé à la cause par des protections juridiques de droite et de gauche, tous autant que nous sommes, parce qu'on peut aussi faire des conneries dans ce qu'on fait, et parfois on n'en fait pas, mais on est quand même appelé à la cause. Et de ce fait-là, j'ai 2 questions. C'est est-ce que vous avez une visibilité sur le nombre de litiges qui ont été ouverts auprès d'assurances depuis 2021 ? Et est-ce que les assureurs sont conviés à la danse ? Parce que les assureurs, je pourrais même dire l'assureur, puisque si on combine le risque qu'on prend sur l'audit, sur le DPE, au risque qu'on prend dans l'amiante, dans le DTG, dans tout ça, on a quand même un point de vigilance assez important à prendre en compte. C'est que si demain, la compagnie AXA dit les diagnostiqueurs dans votre globalité, vous êtes bien sympathiques, mais nous, on ne peut plus vous suivre, ça risque de compliquer et du coup de faire écrouler tout le système, tout le joli système qu'on essaie de mettre en place.
Alors, dans cette table ronde, je n'ai pas l'acteur assureur qui aurait peut-être été plus performant dans la réponse. Je vous regarde, messieurs. Si on n'a pas la réponse officielle, on ne cherche pas à la voir, mais on vous donnera la réponse ultérieurement. Mais Olivier, peut-être vous vouliez intervenir ? Ouais, sur un point, c'est une bonne question. Alors, je ne sais pas s'ils sont intervenus. Peut-être que vous pouvez nous dire si vous avez pu en avoir. Donc, c'est une très bonne question. Hein. C'est un point clé, c'est une inquiétude. Je vais faire le témoignage, le côté Diagamter. Quand on dit qu'on a anticipé, on travaille avec notre assureur également sur ce sujet, hein, sur cette problématique. Ça, c'est un premier point. Qu'ils comprennent bien vers quoi on va, ce qu'on va faire et ce qu'on peut faire en place. Ils ont des exigences aussi, et c'est vrai que c'est important. Mais le plus important, c'est vrai qu'on peut faire des erreurs, hein, on fait des erreurs aussi, mais c'est de les limiter. Donc, c'est un gros travail sur la qualité. Nous, on mène en interne, qui est fait aussi par d'autres, je sais que c'est le cas de Calicom ici, d'autres entreprises derrière, mais c'est un cas général de la profession. Hein, des exigences ont été augmentées, répondent aussi peut-être à un défaut des fois qui a pu avoir lieu dans la profession. Donc il faut répondre à cette exigence par peut-être plus de contrôle qualité, des contrôles longitudinaux, etc. C'est un sujet sur lequel avec Cydian on travaille beaucoup. Et voilà, n'empêche que c'est un vrai sujet parce que sans assureur on ne pourra pas fonctionner. Donc ils doivent être intégrés, en tout cas ils doivent suivre le système. Donc, nous de notre côté, pour être clair, on les a associés un peu à toute notre réflexion. Je ne sais pas si en amont c'est le cas. J'ai Stéphane qui est à côté de moi. Je vais passer mon micro, comme ça vous allez peut-être avoir une réponse. Si vous avez besoin, nous en général quand c'est comme ça, je prends effectivement le nom, prénom, l'adresse email et on vous donne la réponse aussi par mail. Alors, je complète bien sûr. Je suis d'accord avec toi Olivier. Alors je suis Stéphane Prouzeau et je dirige le groupe Agenda Diagnostic. Voilà, et je suis aussi chez Cydian. Et donc, ce problème de l'assurance est un problème effectivement crucial dans notre métier. Mais il ne faut pas non plus en avoir extrêmement peur, parce qu'aujourd'hui, des entreprises du bâtiment s'assurent, hein, et ils trouvent des assurances. Et il y a des litiges qui sont bien plus importants que les nôtres. Notre problème aujourd'hui, c'est qu'il va falloir qu'on repense l'assurance. Et là, il y a vraiment, au niveau du métier, de se dire, par exemple, aujourd'hui, est-ce que, étant donné le risque que nous prenons, nous devons payer 3 000, 4 000, 5 000, 10 000, je vais même dire 20 000 euros par an d'assurance. C'est ça le vrai problème. Il va falloir que l'on, effectivement, discute avec les assureurs pour voir notre risque dans les 10 prochaines années. Mais aujourd'hui, notre risque est assurable. Oui, c'est sûr, puisqu'encore une fois, les entreprises de bâtiment qui ont des risques beaucoup plus forts que nous sont assurées. Mais il faut que nous, profession de diagnostiqueurs, ayons une réflexion en commun, pas pour dire on va aller chercher un assureur qui est à l'autre bout du monde pour payer 1 000 euros et qui en réalité rembourse jamais personne, mais pour dire discutons avec Allianz, parce que Allianz aussi aujourd'hui fait partie de la course, avec AXA, et mettons réellement les éléments sur la table pour les 10 prochaines années. C'est un vrai sujet, hein, puisqu'aujourd'hui, je suis désolé, mais les gens viennent pour une chose, c'est pour l'assurance. C'est pour ça qu'ils viennent, c'est pour ça que c'est obligatoire. C'est parce que derrière, il y a l'assurance. Je suis désolé hein, d'être aussi... voilà. Et donc, cette réflexion-là, nous l'avons chez Cydian, nous l'avons avec la CDI, avec la FIDI aussi. Hein. Tout ça, il y a eu des parcours différents. Nous pourrons être rassurés, mais il va falloir qu'on change, nous, notre positionnement. Et ce n'est pas simple. Merci Stéphane. Y a-t-il d'autres questions ? Oui, je viens vers vous. Bonjour, merci pour ces présentations, ce débat très intéressant. Olivier Melser, Visual BTP, je suis un indépendant. Alors quand je vois tout ce dispositif que j'ai aussi anticipé, puisque je suis dans le métier, je vois des coûts de formation, des coûts de certification, des coûts de recrutement, puisqu'il y a eu un article récemment qui a dit que les diagnostiqueurs étaient, je crois, dans le top 3 des augmentations salariales sur le marché de l'emploi. Tous ces coûts-là vont induire une valeur qui va induire un prix. Alors là, je m'adresse à mon confrère et peut-être à vous aussi. Comment est-ce que vous voyez l'évolution des prix, sachant que ces dernières années, ça a été une guerre commerciale sans nom, hein, entre les indépendants, les grands groupes, vis-à-vis des clients, qui veulent payer le moins cher possible, surtout les particuliers. Et c'est aussi pour ça qu'on s'est retrouvé dans cette situation où on a durci les conditions de certification.
Parce que le prix est en bas, la qualité a baissé, et on a eu plein de soucis qui sont venus derrière, qui ont fait qu'il y a une image pas toujours très propre de notre métier, même si on essaie de faire de notre mieux. On pâtit de cette image. Donc je voulais avoir votre point de vue sur, j'espère, ce changement qui va enfin arriver, où on va enfin pouvoir vendre non pas un prix, mais une valeur. Merci. C'est une bonne question et on peut rajouter ce que vient de dire Stéphane, hein, le coût de l'assurance également qui va certainement augmenter. Il n'y a pas de magie en fait. Hein. Si on veut continuer à fonctionner, si on paye plus, c'est vrai que c'est pas négligeable. Hein, on le voit, hein, les 10 jours de formation, la formation continue, il y a même le tutorat, il y a plein de choses, il y a les certifications, etc. Donc on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros qu'on ne payait pas avant, qu'on va payer maintenant. Ça c'est le premier point. Et donc il y a deux possibilités, hein. On augmente les prix ou on augmente la marge, c'est-à-dire qu'on peut diminuer les charges. Donc pour répondre clairement, est-ce qu'il faut augmenter les tarifs? C'est globalement oui de toute façon, mais on est parti peut-être via des gardes des prix, des tarifs des fois bas. Hein. On fait des études, hein. L'audit énergétique c'est une étude qui est payée des fois comme un simple moment technique qui a été passé, comme si un simple technicien était venu faire une réparation. C'est pas du tout les mêmes coûts. Donc il y a des vrais coûts d'études derrière, parce qu'il y a de la réflexion. L'audit énergétique, on n'est pas rentré dans le cœur du sujet parce que globalement il y a des professionnels, mais ça demande de la réflexion. C'est pas des oui, non, peut-être. Enfin, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, est-ce que les tarifs doivent être à la hauteur de ce qu'on va payer comme charge? Oui, bien sûr. Et puis après, nous, on travaille beaucoup sur le gain de productivité derrière, qui peut être mis en place. Le gain de productivité, ça ne veut pas dire on va plus vite. Hein. C'est-à-dire on travaille mieux, peut-être plus vite d'une certaine façon, mais mieux et de façon plus efficace. Donc, il y a une réflexion en interne et on n'a pas le choix. Toutes les professions sont obligées de travailler dessus. Nous, c'est un axe important. Si on ne gagne pas en productivité, ça posera problème. Si on n'augmente pas les tarifs, on ne gagne pas en productivité, ça posera problème. Il y en a toujours qui continueront à mettre tous les prix, mais comme dans tous les marchés, hein, je crois qu'on peut... à la fin, on verra qui sera encore là dans quelques années. On ne peut travailler que sérieusement, de toute façon, sur ce sujet. Il y a des enjeux majeurs en dehors de tout ça. Donc, on est obligé de travailler sérieusement. Je sais que c'est le cas de votre entreprise, vous travaillez aussi notamment dans l'amiante, etc. On peut avoir les mêmes réflexions, mais je pense que c'est encore d'autant plus fort dans l'audit énergétique. Merci Olivier. Avant de faire la conclusion, est-ce qu'il y a d'autres questions? Si ce n'est pas le cas, on va vous remercier. À vous 4, messieurs, on vous souhaite une très belle journée. Je viendrai voir Fabrice s'il y a besoin pour...